Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Notre invitée est une dénicheuse de talent. Elle est née à Carré, elle a construit sa carrière de galeriste dans l'art moderne à Paris. En 2010, elle revient dans le Kreisbreis pour investir l'école des filles à Huelgoat, un lieu qui est à la peinture, ce que le Festival des Vieilles Charrues est au rock et qui démarre sa nouvelle saison ce jeudi. Françoise Livinec, bonjour. Bonjour Pauline. Alors vous dirigez cette galerie hors du commun qu'est l'école des filles. La saison commence donc dès ce jeudi avec la thématique du sacré dans l'art. Et encore une fois, vous avez réussi à faire venir des artistes de renommée internationale. De quelle façon vous arrivez à les séduire avec le Kreisbreis ? Le Kreisbreis c'est grand, moi c'est encore plus petit, c'est le chaos granitique du Huelgoat, la forêt, donc c'est encore plus réduit et c'est une histoire. Je me suis inscrite dans l'histoire de ce lieu, dans l'histoire contemporaine puisque c'est l'histoire du XXe siècle et l'histoire d'un Brestois, ce qu'on appelle Ségalen à Huelgoat parce qu'à Brest on dit Ségalin, à Huelgoat on dit Ségalen parce que c'est la prononciation chinoise que lui utilisait. Voilà. Donc je suis partie en Chine sur les traces de Ségalen et j'arrive avec une histoire. D'abord l'histoire de cette architecture, de cette école qui a été construite en 1910. Cette architecture est superbe, c'est un lieu magique. Qui séduit les artistes de toute la planète. C'est une école qui m'est un peu tombée dessus tellement elle est belle et tellement elle est extraordinaire en dehors du temps. Et je crois que partout où je me promène dans le monde, je porte avec moi la magie de ce lieu. Et puis au-delà de cette histoire de filles, parce que cette école de filles raconte aussi l'émancipation des femmes. Il n'y a pas eu d'émancipation des femmes sans scolarisation des femmes, surtout dans ce milieu de centre-Bretagne. Il y avait quand même une domination masculine. C'était quand même ces petites filles en 1910, quand elles arrivaient à l'école, elles étaient pour la plupart analphabètes. Elles parlaient que le breton. Et puis elles ont sûrement perdu beaucoup de leur identité bretonne, mais elles ont permis de s'émanciper, d'avoir une vie active, personnelle, différente de celle qu'elles avaient auparavant. Donc je suis porteuse de cette histoire et je suis aussi porteuse du mystère de la mort de Victor Ségalen dans ce chaos granitique du Huelgoat parce qu'il était nostalgique de la Chine. Donc quand j'arrive à Pékin, quand j'arrive à Shanghai ou à Séoul, c'est pas moi, c'est une sorte de mixte. C'est ça qui parle. C'est de mixte, voilà. Dans un instant, on va parler ensemble de l'école des filles, de Victor Ségalen et de la Chine évidemment. Ouais. Ce sera tout à l'heure. En plateau également, Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. On vous retrouve pour l'instant web. Vous êtes donc intéressé à l'art en ligne. Oui, je me suis intéressé à l'art en ligne. J'ai écrit quelques lignes sur l'art par la même occasion. Bravo, on en parle tout à l'heure. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 14 mai dans le Finistère. 7 circuits de 5 à 40 km à pied, ça use les souliers, surtout dans les chemins escarpés des Monts d'Arrée. Et pourtant, ils étaient 6300 au départ de 6 ce jeudi pour le Trot-Ménez-Arrée. Objectif, récolter des fonds pour les écoles d'Iwan. David Cormier a chaussé ses souliers de randonnée, ambiance. Meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre, c'est mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Gauche. On vient régulièrement, pratiquement tous les ans. C'est une découverte tranquille, randonnée. Et puis en même temps, pour les écoles d'Iwan, nous sommes très contents que d'Iwan progresse et que la langue bretonne continue à vivre et soit parlée avec le maximum de gens. On va passer une journée de marche, on va marcher, profiter des jolis sentiers du coin et on va faire certainement, on a choisi le 23 km de Trot-Ruz. Ça se passe bien. C'est une délectation. On est sur le circuit orange et on découvre des petits endroits magiques avec le pont des moutons. C'est un mélange entre Huelgoat, la forêt de Brocéliande et les Monts d'Arrée. Et du coup, on est en perpétuelle rotation de l'œil.
Françoise Livinec, vous qui connaissez Huelgoat, est-ce que vous connaissiez le Troménez-Arré? Non, je suis Grande randonnée, ça vous tente peut-être? Ben oui, l'année prochaine. L'année prochaine. Avec vos souliers de randonnée comme David Cormier. Direction le Morbihan maintenant, avec une nouvelle usine de production d'eau près de Pontivy. Manguer 2, c'est son nom, est située sur les rives du Blavet. Elle permet d'éviter la pénurie en eau dans des situations exceptionnelles, comme c'est le cas pendant la sec du lac de Guerlédan. Le reportage de Karine Chevrolier pour TB Sud. Le Blavet, voie marron, une couleur attribuée aux particules en suspension dans l'eau. Leur quantité est plus importante depuis plusieurs semaines en raison de la sec du lac de Guerlédan. Cette présence inhabituelle de matières organiques, l'usine de Manguer n'est pas en capacité de la traiter. 30 ans plus tard, une petite sœur vient en soutien. L'usine de production d'eau potable de Manguer 2 a été conçue selon les dernières technologies existantes sur le marché, à savoir une succession de bassins dans lequel on injecte des réactifs permettant de séparer les matières en suspension qui sont dans l'eau du Blavet de l'eau à traiter. Depuis 30 ans, le traitement de l'eau a progressé du fait du durcissement des normes sanitaires liées à la qualité de l'eau. On y a introduit cette nouvelle étape de traitement d'affinage au charbon actif qui n'existait pas à l'époque et qui permet d'aller chercher l'abattement des matières en suspension que l'on ne parvenait pas à abattre du temps des filières des années 80. Sa vocation première, sécuriser le système pour éviter toute pénurie sur l'ensemble du territoire, géré par le syndicat de l'eau du Morbihan, soit 232 communes sur les 261 que compte le département. L'usine de Manguer 2, elle s'inscrit dans cet objectif de mutualisation, de partage de la ressource et de sécurisation, en apportant une souplesse de gestion supplémentaire permettant de pallier l'arrêt programmé d'une ou plusieurs usines majeures du département. On n'aurait pas eu l'usine de Manguer 2, dans le cas particulier de la vidange de Guerlédan, on aurait très bien pu avoir une rupture de l'alimentation, donc c'est-à-dire pas d'eau potable du tout sur un certain nombre de communes, et en l'occurrence principalement les communes de Pontivy Communauté. Capacité de traitement de l'usine de Manguer 2, 500 m3 d'eau à l'heure. 1 heure, c'est le temps qu'il faut pour rendre à l'eau du Blavet toute sa transparence. Il a réalisé toutes les affiches de la semaine du golf dans le Morbihan. Gilles Daflao, peintre passionné de mer, s'est installé depuis lundi à la galerie de la baie d'Aradon. Son exposition intitulée Croche dedans est une série de 12 grands tableaux retraçant le travail des marins. Visite guidée avec Céline Lestrat de TB Sud. 8 éditions de la Semaine du Golfe et autant d'affiches réalisées par Gilles Daflao. L'amoureux de la mer retranscrit sa passion grâce à l'huile sur toile depuis 33 ans. Il ne les compte plus, mais cette nouvelle exposition pourrait être la 60e. Croche dedans, comme il l'a appelé, fait référence aux peintres comme Rivière ou Maufra. C'est bien évidemment une ode à la mer bretonne. La mer, c'est pas que les bateaux et les marins, mais c'est aussi un vecteur formidable de voyage. C'est le chemin le plus grand pour aller courir le monde. Donc c'est une grosse ouverture aussi sur la nature et sur les différences. Alors ici, on arrive dans une autre salle qui contient le même nombre de tableaux, qui sont d'une inspiration un petit peu plus fantastique. Dans cette deuxième pièce, l'inspiration vient des bandes dessinées. L'artiste a plusieurs facettes. Il affectionne entre autres la réalisation d'affiches, dont celle de la Semaine du Golfe. Je me suis appliqué à les faire toutes différentes, avec des points de vue différents. La Semaine du Golfe, c'est un événement que je trouve absolument formidable et réussi. Parce qu'on est un peu comme dans un rêve, quoi. Naviguer dans le Golfe, tout d'un coup croiser des bateaux de toutes les époques. Et surtout de très jolis bateaux, aussi petits ou aussi grands soient-ils. C'est très émouvant et c'est franchement joli, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis pour une fois, on est plus dans la voile que dans le moteur. C'est pas mal dans le golfe aussi, je trouve. Le peintre marin ne sera pas sur l'eau. Sa Semaine du Golfe, c'est à la galerie de la baie à Aradon, où il reçoit chaque jour le public, et ce, jusqu'au 11 juin. Et je vous rappelle que la Semaine du Golfe, ce grand rassemblement de vieux gréments, se tient jusqu'à dimanche dans le golfe du Morbihan. Et puisqu'on parle de peinture, les Brestois n'étaient pas en reste ce jeudi avec la célèbre foire aux croûtes. Tableaux, sculptures, chansons. Pour sa 26e édition, le rassemblement convivial de la place Guérin n'est pas passé entre les gouttes. Le mauvais temps aura eu raison de nombreux exposants. Julie Sicot a mis son kawaii pour s'y rendre.
Et je suis autodidacte, je fais mes peintures suivant mon imagination. Ça fait 8 ans que je me suis remis à la peinture, quand je suis tombé à la retraite, si vous voulez. C'est un coup de foudre, si vous voulez. Hein. C'est comme ça que ça se rend. J'aime bien les trucs où on voit pas vraiment ce que c'est. Abstrait. Oui, voilà. C'est très varié, il y a vraiment tous les styles, il y en a pour tous les goûts et chacun s'y retrouve quelque part. Ça me parle pas d'un niveau très élevé sur le plan pictural, mais enfin bon, c'est assez rigolo. C'est peut-être la 11e ou 12e année que je viens là et puis c'est un grand rendez-vous que je ne veux pas rater du tout. Quoi. Il n'y a aucune sélection, donc tout le monde s'inscrit qui veut, et puis un tirage au sort, et puis voilà. Ça fait 4 ans que j'expose à la Foire aux Croûtes. Je donne un lien vers mon blog de peinture en même temps et je vois que le nombre de visites augmente après la Foire aux Croûtes. La Foire aux Croûtes, c'est jusqu'à samedi, place Guérin à Brest. Et loin de la Foire aux Croûtes, l'art contemporain reprend ses quartiers d'été à l'école des filles à Huelgoat. Françoise Livinec, c'est donc vous qui avez créé cette galerie il y a maintenant 5 ans. Cette année, l'exposition s'intitule « Briser le toit de la maison » et met en lumière le sacré dans l'art. Alors pourquoi avoir choisi le thème du sacré et surtout d'où vient ce titre « Briser le toit de la maison » ? C'est parce que l'été, je passe beaucoup de temps dans cette école qui est très grande parce que c'était un ancien internat et qu'il y a beaucoup de toitures. Voilà, donc voilà, c'est l'importance de la maison. Et la maison est un lieu protecteur. C'est une chance d'avoir une maison. Il ne faut jamais l'oublier. C'est une chance de pouvoir être protégé. Et en même temps, la maison peut être un lieu d'enfermement. Voilà, il faut savoir sortir aussi de sa maison. Et Briser le toit de la maison, c'est un texte de Mircea Eliade qui s'est intéressé aux autres civilisations et aux civilisations indiennes. Et donc, les grands mystiques indiens, à leur mort, on leur brise le toit pour que l'âme puisse échapper. Donc quand j'en ai parlé l'été dernier avec l'un des artistes chinois qui était en résidence à Huelgoat, qui s'appelle Wei Linggang, quand je lui ai dit briser les toits de la maison, pour lui tout de suite ça a été évident. Il a dit bien sûr c'est pour ce besoin, cette aspiration que nous avons à la spiritualité. Donc on est parti sur ce thème parce que tous les thèmes, ce sont des thèmes qu'on élabore en commun d'une année sur l'autre avec les artistes de la galerie, de l'espace d'art, les artistes que je rencontre. Voilà. Et le sacré dans l'art, c'est parce que tous les artistes que je représente, eh bien, pour eux, leur œuvre est sacrée, le tableau est sacré, l'art est sacré. Et donc, je leur ai tous demandé qu'est-ce que c'est le sacré pour vous. Et ils ont répondu avec des œuvres d'art. Alors, 2000 mètres carrés de galeries dans lesquelles exposent 18 artistes contemporains. Et parmi eux, beaucoup de Chinois. La Chine, c'est un peu votre vivier d'artistes, Françoise Livinec ? Eh bien, je suis toujours agie par Huelgoat, par ce territoire et cette histoire. Et donc, je suis partie sur les traces de ces galènes en Chine, en vacances. Donc, je voulais surtout pas voir de peintre. Et on ne se refait pas. Donc, je suis revenue avec... Comme par hasard. Voilà. J'étais partie pour me reposer. Je suis revenue avec 2 artistes extraordinaires dans mes valises. Et ça a commencé, ça a fonctionné. Donc, je représente 2 artistes. Il y a Yang Xiaoxian et Wei Linggang. Et Wei Linggang, l'année suivante, avait une exposition monographique très importante à New York, donc je l'ai suivie. Après, on l'a exposé à Paris. Le musée Cernuschi de Paris, qui est le musée des arts de l'Asie à Paris, nous a acheté une des œuvres de Wei Linggang qui avait été créée au Huelgoat. Puis après, en retraçant un peu le fil de la composition des collections du musée Cernuschi, le conservateur s'est rendu compte que Victor Segalen avait offert de nombreuses pièces archéologiques à ce musée. Donc des choses, des choses qui n'avaient rien à voir ensemble finissent par prendre du sens avec le temps. Et puis de la Chine, la Corée. Et, voilà, Alors parmi ces artistes chinois, il y a une nonne bouddhiste, c'est Shi Yingsheng. Alors forcément, son travail est imprégné de spiritualité. Camille Pochet l'a rencontré à son arrivée à Huelgoat. À Huelgoat, l'art contemporain et le sacré se mêlent. Puiser son inspiration dans la religion est au cœur de l'art bouddhiste.
Les œuvres de la nonne Shi Yin-cheng représentent des stupas, des bâtiments voués au culte de Bouddha. Elle peint dans le calme et en suivant un rituel. With that is a white paper, and first write that is a stupa, and then with my mind, heart, and hand, and read the Buddhist sentence. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. And then put that the power inside, because every line with the Buddhist the power, because every line I can listen that voice. L'ancienne école de filles qui abrite l'exposition est empreinte d'une atmosphère qui met en valeur les œuvres d'artistes venus des 4 coins du globe pour exposer ici, au cœur du Finistère. L'exposition « Briser le toit de la maison » sera visible jusqu'au mois de septembre. Alors l'école des filles, c'est aussi les fameux rendez-vous des 13 dimanches, qui sont des rencontres hebdomadaires avec des auteurs, des artistes, des personnalités diverses pour débattre avec le public. Ça démarre ce samedi 16 et dimanche 17 mai avec un colloque. Victor Ségalen, vous en parliez tout à l'heure, donc c'est 13 dimanches, ça se prolonge tout l'été. Et alors, c'est pas la première fois que Victor Ségalen est à l'honneur à l'école des filles. Il vous fascine, en fait. Vous en parliez déjà plusieurs fois depuis le début de l'émission. Ce médecin et poète breton qui a aussi voyagé en Chine, comme vous, puisque vous êtes allé sur ses traces. C'est une sorte de quoi, de fascination pour ce personnage? Par sa production, la richesse de sa production. C'est un homme, un artiste, lapsus. C'est un homme qui est né à la fin du 19e siècle à Brest, qui a fait des études de médecine. Sa thèse de médecin, c'est sur les cliniciens ès-lettres. Il s'est intéressé d'emblée à la façon dont les écrivains voyaient la folie mentale. Donc c'est déjà un déplacement de la pratique clinique médicale. Il est parti, il a pris la mer pour aller rencontrer Gauguin. Quand il est arrivé, Gauguin était déjà mort. Avec sa solde de médecin qui était minime, il a acheté toutes les œuvres qu'il a pu à la vente de l'atelier et de façon extrêmement désintéressée et généreuse. Saint-Paul Roux construisait à ce moment-là sa maison à Camaret. Il a acheté les panneaux de la maison du Jouir en disant « je vais les offrir à Saint-Paul Roux, ça ira très bien chez lui ». C'est vraiment une personnalité hors du commun aussi. D'une façon humainement, oui, et puis dans une époque, c'est extraordinaire. Ouais. Il est revenu et puis donc alors qu'il était médecin, donc il a repris ses études pour pouvoir parler chinois, pour pouvoir partir en Chine et servir d'interprète en même temps que médecin. Il rencontre Claudel, qui était son modèle littéraire, et puis au bout d'un moment, Claudel lui dit « Excusez-moi, monsieur Ségalen, mais moi ça fait 10 ans que je vis à Pékin et je ne parle pas chinois ». Et Ségalen, lui, parlait déjà chinois, qui devait être sûrement un chinois chimique, mais qui fonctionnait. Enfin, vous voyez, et il a une production aussi poétique extrêmement importante. C'est une ouverture, c'est toujours une ouverture. Et à chaque fois qu'il voyage, il est dans la quête de lui-même. Et donc, si vous voulez, il ne fait pas semblant de s'intéresser à l'autre, il s'intéresse pour se révéler à lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est toujours ces ponts qu'on construit ou qu'on essaye de construire avec les autres civilisations. La Vénérable que vous venez voir, on ne peut rien comprendre de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, de ses récitations, mais on sent la force de sa méditation dans les lignes et ça peut changer notre vie. Pour elle, ça doit être un peu le choc des cultures, arriver à Huelgoat, non? Eh ben, écoutez, c'est étonnant parce que les Chinois se chantent chez eux, les Coréens se chantent chez eux. On a une Américaine aussi qui est chez elle et qui vient tous les ans. Elle avait fait une série de vaches avant que je la rencontre, et donc je les avais exposées à l'école des filles et on avait tout vendu. Donc j'avais dit à Zuka, c'est bien, si on vend tout, il faudrait en refaire d'autres. Elle m'a dit non, c'est terminé les vaches, maintenant je suis dans la peinture romane. Et l'été suivant, quand elle est venue, elle m'a dit puisque tu t'intéresses à la sculpture religieuse, viens voir Saint-Herbot. Et là, ça a été le miracle de cet été-là de Saint-Herbot, ça a donné à Zuka envie de refaire d'autres vaches. Donc Zuka se sent chez elle. Au Huelgoat. Voilà. Et quand on lui a demandé ce que c'était le sacré pour elle, et ben elle a trouvé plein d'exemples, dont la sculpture religieuse bretonne. Le côté magique qu'il peut y avoir à Huelgoat, ça fonctionne à plein. Donc, voilà, ça fonctionne dans toutes les civilisations, sont des symboles, symboles qui vont à l'émotion, parce que la forme artistique aussi est tellement forte et extrêmement puissante. Et ce qui est intéressant, vous parliez de la foire aux croûtes de Brest, ce qui est intéressant, c'est quand chacun fait un effort se sensibilité à une expression artistique. Moi, je dis bravo. Moi, j'oserais jamais le faire.
me mettre à peindre et me dire je vais descendre dans la rue, les présenter. Et ce qui fait que le public breton est un public qui a une émotion, qui voit immédiatement la difficulté de la production d'une œuvre. Parce qu'en Bretagne, presque tout le monde a essayé de peindre. Et ça, c'est extraordinaire. Toujours Zouka racontait que ses premières vaches, elle les avait fait en Bourgogne. Et en Bourgogne, mais personne n'a regardé. Elle avait regardé comme une folle parce que ces vaches, elles sont roses, elles sont rouges, elles sont bleues. Et en Bretagne, pour tout le monde, c'est évident. Il y a quand même une relation extrêmement forte des Bretons avec la peinture. Alors vous l'avez compris, l'école des filles, c'est pour tous et c'est ouvert jusqu'au 13 septembre, tous les week-ends de 11h à 19h. Les précisions sur votre site françoiselivinec.com. On continue à parler d'art avec l'Instant Web. Alors Benjamin, est-ce que l'art a sa place sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, l'art a sa place sur les réseaux sociaux pour parler que d'art pictural. Il y a des réseaux dont le mode de fonctionnement correspond très bien, Instagram ou Pinterest, qui sont des réseaux d'échange de photos collent très bien. Il y a des réseaux qui sont mis spécifiquement sur ce créneau. Je pense à Artistéo, à Winky, pour citer que, qui s'adressent aux artistes directement en leur promettant une visibilité maximale et puis des contacts entre eux. Je dois dire d'ailleurs que c'est déjà ce qu'on faisait sur la page Facebook du Telegram il y a 2 ans, hein, avec ce rendez-vous appelé le petit bol d'art. J'aurais dû le déposer à l'INPI, mais bon, ce sera pour une prochaine vie. Le problème de tous ces réseaux, c'est qu'il n'y en a aucun qui a l'impact de Facebook, bien sûr. Et qu'en termes de visibilité, le plus important, c'est Facebook. C'est d'ailleurs ce que soulignait ce tweet posté hier. Pour donner un ordre d'idée, le Louvre sur Facebook, c'est 1 600 000 fans. Le Centre Pompidou, c'est 470 000 fans qui donc reçoivent régulièrement des nouvelles de leur musée. Mais Facebook, ça pose au moins 2 problèmes pour l'art et les artistes. Le premier, évidemment, c'est qu'il faut s'en occuper pour avoir de la visibilité. Ça prend du temps, c'est sans doute ce qui explique en partie que le Fonds Leclerc de Landerneau, par exemple, magnifique réussite, n'est que 2600 fans, alors que chacune de ces expositions fait le plein pendant des mois. Et puis Facebook propose une large prime aux artistes déjà connus, et c'est donc parfois difficile d'y faire son trou. Le deuxième problème, c'est bien sûr la toute-puissance de Facebook qui en profite pour imposer ses propres règles. On se souvient bien sûr de l'interdiction grotesque de l'origine du monde, qui a valu quand même une suspension de page, un organe de presse qui confond assez peu l'art et le cochon. Je parle de la Tribune de Genève. Et c'est pas parce qu'il est proche de la rue Saint-Denis que le Centre Pompidou à Paris doit faire attention. Sa rétrospective sur Lucien Clergue serait persona non grata sur Facebook. Celle de Gerhard Richter lui a valu les remontrances des copains de Mark Zuckerberg. Méfiance donc, la reconnaissance, la promotion sur Facebook, oui, mais attention à la dépendance. Et je crois d'ailleurs que c'est pas spécifique aux artistes. Je parierais même qu'un domaine que je connais bien, la presse, aurait tout intérêt à y prendre garde. Mais tout ça justifierait, comme d'autres sujets d'ailleurs, la création, en plus du bouton j'aime, d'un bouton je n'aime pas. Et je pense que le premier sujet sur lequel on pourrait s'en servir, c'est la volonté de toute puissance de Facebook lui-même. Merci Benjamin. Rapidement, Françoise, votre avis sur l'art sur Internet. L'école des filles n'a pas de page Facebook. Est-ce que c'est quelque chose que... C'est pas moi qui m'en occupe, donc je sais même pas ce qu'il y a dessus. On est très mauvais, c'est vrai qu'on est très très mauvais là-dessus. On a tout à... C'est pas un axe prioritaire de communication, manifestement. Je suis allé voir aussi. Non, mais on a tort. On a certainement tort. Il faut améliorer. C'est un lieu un peu étrange quand même, cette école des filles. C'est loin de tout. Il faut faire un effort pour venir. C'est pas du virtuel, c'est de la réalité. Il y a des rencontres avec des auteurs. Samedi et dimanche, on reçoit des médecins importants qui viennent de parler justement de la différence de prise en charge des patients en Orient et en Occident. On est dans la réalité. C'est difficile de faire passer cette originalité de site sur Internet, en fait. C'est un métier qu'on n'a pas introduit dans notre profession, dans notre façon de fonctionner, et c'est dommage. Bon. Vous êtes libre ce week-end? Vous voulez venir prochainement le blog de l'école des filles réalisé par Benjamin Bréau. Allez, merci. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce vendredi sur TBO, ne manquez pas votre magazine politique présenté par la jolie Julie Sicot. Dès 18h30, elle reçoit Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère, qui s'est beaucoup impliqué pour que soit votée la loi sur le renseignement. On regarde un petit extrait. Si moi, en tant que citoyen, par exemple, on prend un exemple, je fais une action sur Internet et que cet algorithme me repère. Non, parce que... C'est possible ou pas? Oui, c'est techniquement possible. Le problème, c'est que l'algorithme, il va être construit à partir des habitudes numériques. On regarde partout. C'est un radar, oui. Mais il va être construit sur des habitudes
Nous travaillons depuis, enfin les services, je dis toujours nous, parce que ça fait plus de temps que je travaille sur ces sujets. Non, justement pas. Et en plus, je ne suis pas... Le seul élément qui me rassure, c'est que quand je suis avec les services, ils ont tendance à penser que je suis plutôt contrôleur. Et quand je suis avec les contrôleurs, ils ont plutôt l'impression que je suis le porte-parole des services. Donc je pense qu'au final, je ne dois pas être très loin de l'équilibre. Voilà, c'est donc à 18h30 ce vendredi sur TBO. Merci beaucoup Françoise Livinec d'être venue sur le plateau de l'Instant T. Merci Benjamin, on vous retrouve jeudi prochain pour une prochaine chronique web. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.